Claude Obadia, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de philosophie et vous avez listé pour nous 5 pièges qu'il faudra éviter quand on prépare l'épreuve de culture générale au concours des grandes écoles de management. Donc cette épreuve concerne la parole cette année. Alors dites-nous les 5 pièges à éviter selon vous. Eh bien, premier piège, oui, qui consiste à imaginer que les correcteurs de l'épreuve de culture générale se contenteront d'un exposé de connaissances. Ils attendent plus, donc. Ils attendent plus. Alors, ils valoriseront bien sûr les copies qui témoigneront de connaissances maîtrisées, mais ils valoriseront davantage les copies réfléchies qui parviennent à construire un problème, qui parviennent à élaborer une réflexion, à construire une réflexion précise, centrée sur le problème du sujet. Ils apprécieront donc évidemment le travail fourni pendant l'année par les candidats et dont témoignerait leur copie, mais encore une fois, ils ne valoriseront pas et pénaliseront même les copies qu'on pourrait appeler les copies catalogues. Attention donc. Deuxième piège à éviter. Deuxième piège à éviter, toujours de type, je dirais, méthodologique. Imaginez qu'il existe des plans types, donc que le plan de la dissertation est indépendant de son contenu. Que les choses, s'il faut le dire clairement aux préparationnaires, que les choses soient claires. En effet, c'est l'approfondissement du contenu de la réflexion qui seul peut déterminer le plan. Le plan est donc immanent au développement de l'analyse et il n'est pas indépendant de la matière de l'analyse. Un troisième piège méthodologique? Oui, qui consisterait à imaginer qu'il y a des références obligées. Au contraire, il faut que les candidats comprennent qu'ils sont invités à mobiliser la culture la plus diversifiée et, pour ainsi dire, la moins soporifique. Il ne faut donc pas hésiter à sortir des sentiers battus des références doctrinales pour surprendre le correcteur. Quel serait le quatrième piège qui concerne cette fois-ci directement le thème de la parole? Bien, ce quatrième piège, il consiste à confondre l'action de parler et celle qui consiste à proférer des paroles et qu'on appelle la prolation. Cette distinction capitale permet en effet de lever au moins 2 confusions. La première confusion, c'est celle qui voudrait que l'individu proférant des paroles soit forcément un sujet pensant. La seconde confusion, qui voudrait, elle, que l'intelligence de l'animal, en l'occurrence, implique la pensée. Le perroquet étant alors considéré, en vertu de cette confusion, comme un individu dont le comportement intelligent serait, parce qu'il est intelligent, réfléchi. Or, ce n'est pas le cas. En effet, ce n'est pas parce que l'animal est capable de proférer des paroles qu'il profère des paroles qui expriment des pensées. Donc, si l'animal est capable de prolation, c'est-à-dire de proférer des paroles, il n'est pas pour autant forcément capable de parler si par langage ou parole, on entend l'exercice d'une faculté qui atteste l'exercice de la pensée. On s'en souviendra. Un dernier piège à éviter. Bien, dans le prolongement, je dirais, du piège précédent, c'est le piège qui consisterait à considérer que le langage humain est assimilable au langage de gesticulation, c'est-à-dire au système de communication animal. Or, si on peut expliquer les langages de gesticulation par l'instinct de l'animal et comme le produit d'un mécanisme corporel dont l'instinct serait le moteur et l'intelligence, pour ainsi dire, le levier, il est clair, en revanche, que l'homme seul peut parler et que l'homme seul peut parler sans que ses paroles prennent pour objet ses besoins corporels, ce qui atteste donc leur intentionnalité et ainsi la capacité chez l'homme de s'affranchir des déterminismes naturels par où l'on voit
qu'il y a bien dans la parole humaine quelque chose qui excède les systèmes de communication animale. Encore merci à vous, Claude Obadia. Merci.